J'ai une histoire très troublante à vous raconter. Dans le passé, j'ai fait beaucoup d'unboxing de Mystery Box sur une autre chaîne. Je ne veux plus en faire maintenant. Je sais que certains unboxings de ces fameuses boîtes sont fausses, mais je peux vous assurer que la mienne est vraie. Si vous ne savez pas déjà ce qu'est une boîte mystère, je vais vous expliquer. C'est simplement une boîte que vous achetez avec des bitcoins. Une personne remplit la boîte avec tout et n'importe quoi. Vous obtenez ainsi le plaisir d'être surpris en l'ouvrant. Vous ne savez jamais ce qui sera à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. On peut trouver ces boîtes légalement sur internet, mais aussi, vous pouvez vous procurer des boîtes plus sombres sur le darknet. J'ai déjà commandé quelques-unes de ces boîtes et j'ai reçu des poupées brisées, de vieilles photos de membres de la famille recouvertes de faux sang, d'animaux empaillés, de la lingerie déchirée, du matériel médical, des cartes de tarot, un crâne de rat, etc. La chose la plus sûre à propos de ces boîtes est que vous ne savez pas qui vous envoie la boîte ou ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous feriez mieux d'avoir une bonne paire de gants. Une paire vraiment épaisse. Une fois, j'ai commis l'erreur en tordant la main dans ma première boîte, et un liquide collant a recouvert mon bras. C'était dégueu. Il avait coulé d'une bouteille. Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais il n'y avait pas d'odeur. Je me suis bien lavé les mains après ça, mais j'espère vraiment que ce n'était rien de nocif. Je ne dévoilerai pas l'adresse en Onion où j'achète mes boîtes, mais ils l'ont retirée depuis cet incident. Je peux seulement révéler que beaucoup de gens ont misé sur cette boîte en particulier. Ça devait être une bonne box, j'ai alors pensé. Donc, j'ai pris le risque, en espérant avoir quelque chose d'intéressant. Un utilisateur m'avait presque battu lors de l'enchère, mais je me suis battu jusqu'au bout. Ce bébé était officiellement à moi. J'ai utilisé ma boîte postale uniquement pour des raisons de sécurité. Règle numéro 1, n'utilisez jamais votre adresse personnelle. Ce n'est pas prudent. Il y a des fous dehors. Il a fallu au moins 3 semaines pour que la boîte arrive, et j'étais très heureux de la récupérer. C'était une boîte en carton d'aspect normal, de taille moyenne, scellée avec du ruban adhésif, et c'était assez léger. J'avais espéré ne pas me faire avoir, mais j'étais curieux de savoir pourquoi cette boîte avait coûté si cher et pourquoi tout le monde la voulait. Quand je suis arrivé chez moi ce vendredi soir, j'ai installé ma webcam et quelque chose m'a fait hésiter. J'ai eu un sentiment étrange à propos de cette boîte particulière. Peut-être que mon intuition essaye de me dire quelque chose. Au lieu de cela, je l'ai ignoré et j'ai pris mes ciseaux en métal et j'ai aménagé ma zone. Je mets toujours un sac à ordures ou un drap sur la table avant de déballer, car rien ne permet de savoir d'où vient la boîte ou ce qui pourrait couler. J'ai glissé mes gants de caoutchouc épais en les observant à la recherche de fuites ou de trous. J'étais bon pour y aller. J'ai appuyé sur le bouton de la webcam et j'ai commencé ma vidéo. J'ai commencé à couper le ruban avec mes grands ciseaux et j'ai anticipé ce qui pouvait être à l'intérieur. J'ai ouvert avec précaution les rabats de carton et j'ai vu du journal déchiqueté. Des petits morceaux de journaux que quelqu'un a personnellement déchirés à la main. En fouillant plus au fond, j'ai touché quelque chose comme du plastique. Je l'ai retiré. C'était un sac poubelle noir au look carré, scellé avec du ruban adhésif. Quelque chose était emballé à l'intérieur, mais une odeur étrange émanait du sac à ordures. Une légère odeur pourrie imprégnait l'air. J'espérais que ce n'était pas quelque chose d'horrible. Évidemment, ça l'était. J'oubliais presque que j'étais en train de me filmer. Et j'ai commencé à transpirer, et quelque chose me met très mal à l'aise. Mais je continuais avec ma vidéo. J'ai tiré la bande, et j'ai ouvert le sac poubelle avec précaution, en essayant de ne pas endommager les marchandises à l'intérieur. J'ai tiré du sac poubelle un grand sac à fermeture à glissière blanche, avec un tissu à carreaux bleus et blancs qui ressemblait à une chemise. L'odeur se fit plus forte. Mon réflexe naturel est entré en action, et j'ai jeté le sac qui a touché le sol. L'odeur était épouvantable. Vous savez, le genre d'odeur quand un rat meurt dans le mur et que la décomposition a eu lieu. L'odeur persiste pendant des semaines. Un peu comme cette odeur. Mais c'était 10 fois pire. J'ai ramassé le sac à nouveau et je me suis forcé à continuer. Les mots « odeur de mort » en lettres majuscules étaient inscrits sur le sac noir au marqueur blanc. Que se passait-il ? J'ai arrêté la caméra et j'ai réalisé que je ne devrais peut-être pas montrer cela en vidéo. S'il y avait vraiment quelque chose de grossier ou de criminel, je n'avais pas besoin de filmer pour que tout le monde le voie. Dans mon esprit, j'ai toujours su qu'il était possible de jouer à des jeux avec des inconnus, mais que certains peuvent être des psychopathes. Vous prenez un risque en jouant au jeu de la Mystery Box. J'ai jeté rapidement le sac par la porte d'entrée,
Puis, j'ai vaporisé un aérosol de parfum dans toute la pièce, surtout sur la table, pensant que c'était juste une farce stupide. Je me suis assis un instant pour essayer de retrouver mon calme, et j'ai repensé aux colis que j'avais reçus au cours des derniers mois. Les boîtes mystères, aucune d'entre elles n'avait jamais senti comme ça. Voulant continuer malgré tout, j'ai décidé de marcher dehors et d'ouvrir le sac. Je me suis dit qu'il devait bien y avoir autre chose dans ce sac qu'une chemise à carreaux. J'avais payé vraiment très cher pour cette boîte, donc c'était normal que je pense ça. Donc je suis reparti dehors et j'ai repris le sac puant. J'ai ouvert, puis j'ai tiré la chemise doucement. Et là, quelque chose est tombé sur le sol, un autre petit paquet. Et j'ai essayé de garder une longue distance entre la chemise et moi. J'ai ensuite ramassé le petit paquet et je l'ai ouvert doucement. Il s'agissait d'une cassette audio. Je n'aimais pas trop la toucher, même avec mes gants. Les mots « mon ami » étaient inscrits dessus avec un style ancien. Donc, celui qui a envoyé cette boîte mystère doit avoir adopté une approche à l'ancienne. J'ai été dans le garage pour y prendre mon lecteur cassette dont je me servais quand j'étais enfant. J'ai installé la cassette et j'ai appuyé sur play. J'ai entendu une voix sortir du haut-parleur. J'espère que tu es content de ta boîte mystère. C'était une trouvaille rare, et je suis si heureux de pouvoir partager cela avec toi. Tu vois, un homme sans abri était mort dans les bois près de chez moi. Il était dans un endroit très désolé, où personne ne le cherchait. Je ne l'ai pas signalé. Au lieu de cela, je suis devenu un peu curieux. Je n'aurais probablement pas dû, mais bon, je regardais son corps chaque jour. Il devait être mort depuis plus de 5 jours, car j'ai vu l'écume sanglante sortir de sa bouche et de son nez. Il puait la mort. Je pense même qu'il s'est pissé dessus. Je pense que ça arrive quand tu meurs. Tu perds tes fonctions corporelles. Tu veux savoir ce qu'il portait ? Il portait une chemise à carreaux, celle que je t'ai envoyée. Il portait un vieux pantalon, ressemblant à un uniforme militaire. Il avait de longs cheveux gris et une barbe. Je me suis senti désolé pour lui. Et chaque jour, je passais pour lui parler. Il n'était pas mort pour moi, même s'il ne répondait jamais. Il était raide au toucher. Il avait même l'air de sourire parfois, comme s'il aurait pu m'entendre. Je savais qu'il serait un bon copain. Je lui ai raconté l'histoire de ma vie, grandir sans père, et mon beau-père qui me battait avec la ceinture, partout sur mon corps, laissant de gros bulbes rouges géants. Je lui ai parlé de mon petit frère Mikey, décédé un mois après sa naissance. Il s'est noyé dans la baignoire. Maman m'a blâmé pour cela, et m'a envoyé à la maison pour les mauvais garçons. J'essayais juste de lui donner un bain. J'ai rempli la baignoire et je l'ai mis dedans. J'avais 10 ans. Je voulais arrêter la cassette. Tout cela était-il réel ? Est-ce que j'écoutais la divagation d'un fou ? J'ai pris une grande inspiration pour me donner du courage et j'ai continué à écouter. Je suis retourné dans la forêt plusieurs jours plus tard et j'ai vu que son corps devenait vert. J'ai pris quelques photos avec un Polaroid de mon nouvel ami, mais je n'ai pas osé te les envoyer. J'ai même pris un selfie avec. J'ai essayé d'ouvrir ses yeux pour que la photo soit plus jolie, mais ils étaient trop mous et ça n'a pas fonctionné. Je ne voulais pas que mes observations soient découvertes. Je lui ai même apporté une couverture un soir parce qu'il faisait froid. Il semblait avoir de plus en plus de problèmes chaque jour, et je savais que je devais en parler à quelqu'un. J'ai donc pris la chemise de mon ami. J'avais besoin de quelque chose pour me souvenir de lui. Mon ami spécial. Je suis parti et je lui ai dit au revoir, et remercié de m'avoir écouté et d'être un bon ami. Quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé par les chasseurs locaux. J'ai adoré l'odeur de sa chemise. Je pouvais pas m'empêcher de la sentir. Alors j'ai pensé que je devrais le partager avec quelqu'un. Tu aimes l'odeur, j'espère ? Bon, je dois y aller maintenant. Ne te sens pas mal d'avoir pris la chemise de mon ami. J'en aurai probablement une autre bientôt. Au revoir. J'ai arrêté la cassette avec dégoût. C'était la chose la plus morbide que j'ai jamais entendue. Et j'ai invité un de mes bons amis à venir vérifier tout ça. Il a été un peu surpris après avoir écouté la cassette et a appelé l'un de mes copains qui est député dans notre ville. Le député a trouvé cela très étrange et n'a pas pensé que c'était une blague. L'homme sur la cassette semblait malade. Malheureusement, aucune action n'a pu être entreprise, car il serait impossible de trouver l'emplacement exact d'où provenait le colis. Si je découvrais de véritables restes humains dans la boîte, les forces de l'ordre pourraient intervenir. Mais malheureusement, il n'y avait aucune preuve d'un crime commis. La chose étrange est que le site web a été supprimé peu de temps après. J'ai ensuite arrêté d'acheter des mystery box sur le darknet. C'était vraiment une expérience très dérangeante. Vous connaissez le darknet. C'est comme le net, mais en différent.
C'est mon cousin qui me l'a fait découvrir. C'est un ensemble de sites inaccessibles en tapant juste l'adresse dans votre navigateur. Il faut passer par un réseau spécial pour ça. Souvent, on utilise Tor. La première chose que vous vous demandez, c'est pourquoi cacher des sites pour un certain public. Vous savez la petite voix au fond de vous qui murmure toujours le pire et dont vous vous efforcez de ne jamais tenir compte. Eh bien, cette petite voix a raison ici. Mais laissez-moi vous conter mon parcours sur le Darknet. La première fois que j'y ai été, c'était avec mon cousin. On avait eu 3 adresses de ces sites cachés sur 4chan. Le premier était l'Hidden Wiki, un wiki caché comme vous l'avez deviné. Il regroupe toutes les informations à savoir sur les sites cachés, ainsi que leur adresse. Donc parfait, nous nous étions dit. On a parcouru au hasard les articles, dont un qui a réussi à me choquer. Vous vous rappelez de la petite voix dont je vous parle plus tôt ? C'est là qu'elle intervient. Cet article traitait d'une communauté, la RCC. Comment ne pas violer votre âme en tentant de décrire cela ? La seule règle des détractifs est de ne pas critiquer les autres membres pour être trop extrême. Vous vous souvenez de ce vieux prof de sport un peu pédophile sur les bords ? Imaginez qu'il ait en plus un penchant pour les animaux et les couteaux. Vous voyez là où je veux en venir ? L'adresse de leur réseau était à disposition. Nous hésitions à cliquer. D'un côté, nous voulions voir les limites d'Internet et nous avions passé auparavant 2 heures à installer des logiciels de sécurité. De l'autre, nous avions peur de ces limites. On a cliqué quand même. La description était correcte. J'aurais trop d'ennuis si je m'étends là-dessus. Moi et mon cousin n'en avions pas conscience à ce moment-là, mais ils étaient au courant. Ils, c'est eux qui se mettent à ma recherche en ce moment même, et peut-être même à la vôtre, si vous avez tapé Tor et Hidden Wiki sur Google, voire même RCC. Car ils m'espionnent. Et vous aussi, à cause de ce post. Ensuite, on a visité Assassination Market, une board où on met des contrats sur des personnes pour les assassiner. On a un peu regardé les contrats, que du sérieux. Il faut contacter le mec en privé sur un chat sécurisé de Tor. On aurait pu chercher à contacter un mec pour déconner, mais on en avait vraiment plus l'humeur. À ce moment précis, je pense qu'il savait où mon cousin habitait. Puis, on a fait un tour rapide sur un site de vente de drogue en ligne. Pas grand chose d'intéressant. Assez étonnant par contre. Un onglet s'était ouvert. Chose assez intrigante, nous regardâmes l'onglet. L'onglet était une page Hidden Wiki, portant sur Intrusive Surveillance. Concrètement, Intrusive Surveillance, c'est tous les types d'intrusions sur votre machine pour espionner vos faits et gestes. Une page qui s'ouvre toute seule là-dessus. Vous comprenez qu'on était en train de chier les briques. On a continué un peu sur 2 boards. Toutes 2 étaient vides et inutiles. La première traitant sur le paranormal, la deuxième sur les ovnis. En fait non, pas tout à fait inutile. Sur la board avec les ovnis, il y avait un lien YouTube. Sur le navigateur Firefox pour Tor, Flash n'est pas activé. On a donc tenté de mettre le lien sur le Firefox de tous les jours, mais aucun programme ne répondait à part Tor et son Firefox. Mon cousin a lancé le reboot, puis en attendant on est parti manger. À notre retour, l'ordi était allumé, avec uniquement 2 logiciels d'actifs, Tor et son Firefox. Il y avait plusieurs onglets d'ouverts. Il voulait nous montrer là où nous avions mis les pieds. Il y avait avec une vidéo, venant de ZoNecroChan. Pitié, ne cherchez rien à ce sujet. On était horrifiés. On a regardé le début, puis j'ai remarqué que le type parlait en français. Mon cousin a lui remarqué que ce chien n'est pas n'importe qui. Je voulais juste ne pas y croire. J'étais convaincu que là, il faisait une sale blague. Il m'a dit de rester là, pendant qu'il cherchait son chien. Bon, il en avait pour 5 minutes, et je ne voulais pas avoir ces bruitages en tête. J'ai sorti mon iPod, et je me mis une chanson pour patienter. Il revint lentement, la mine pâle. Voyant son air, j'ai fermé l'onglet avant qu'il me rejoigne. Il ne dit rien d'autre que « continue ». Il ne restait que 4 onglets. Nous cliquâmes sur l'un d'eux. Un forum. Violente fétiche. Sur un topic en particulier, le texte est long et parsemé de photos. Je vous traduis le premier paragraphe. Lolita Slave Toy by Pussy Monster. Je crée des petits esclaves sexuels. Au cas où vous ne voyez pas de quoi je parle, je m'explique. C'est très simple. Je transforme des petites filles en esclaves sexuels facilement manipulables, c'est ça. Les filles ne peuvent s'enfuir, résister,
ou le dire à qui que ce soit. Elle n'existe plus que pour votre plaisir sadique. Curieux maintenant. C'est au mot près ce qu'il a écrit. Ces mots me glacèrent d'effroi. Les autres paragraphes, il plante le décor, puis indique comment il procède. Votre curiosité malsaine et votre goût pour l'effroi veut savoir comment. J'ai vraiment lu ce passage en diagonale. J'étais viscéralement dégoûté. Concrètement, il coupe les bras, les jambes, toujours en dessous des articulations. Ensuite, il passe 2 paragraphes à décrire une aventure, puis il dit les vendre ou s'en débarrasser quand... Non, je vais vomir. Il termine en proposant d'en vendre aux visiteurs du forum avec des photos. Ne comptez pas sur moi pour vous faire montrer un screen de petite fille de 10 ans enceinte avec les membres à moitié découpés. Allez, encore 3 onglets à regarder. Un site d'articles sans nom. Il décrit l'assassinat de personnes s'ayant aventuré sans permission. Mon cousin a dit, c'est juste une blague d'hacker. Au pire, j'ai juste à formater après. Ils ne peuvent pas savoir où j'habite. Nous avons ri d'un rire forcé, nerveux et gênant. Cet article sans intérêt, nous le fermâmes assez vite. Un autre traitait de sécurité et d'anonymat informatique. Concrètement, ils expliquaient comment ils ont pu faire ça, et ce qui suit. Là, mon cousin était nerveux. Visiblement, il avait respecté plusieurs procédures de sécurité, mais pas toutes. Le climat d'inquiétude revint. Le dernier onglet était un site de chat, Onion Talk. Les personnes ont attendu qu'on vienne sur l'onglet pour commencer à parler. Leur premier mot, nous savons que vous êtes français, que vous vivez... Je ne préfère pas le dire, bien qu'ils doivent être en route en ce moment. Mon cousin est à son PC à ce moment-là. Nous tentâmes d'aller dormir. Ni moi, ni lui avons fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, je partis chez moi. Mon cousin était injoignable sur Discord ou sur portable. 2 jours plus tard, ma mère reçut un appel de ma grand-mère. La maison de ma tante a explosé. La cause est indéterminée et serait due à une fuite de gaz. Je sais que c'est d'origine criminelle, mais je ne peux pas le dire, car personne ne me croirait et ne pourrait me protéger. Je me sens si coupable. J'entends à ce moment même des bruits de voitures qui s'arrêtent et des portières qui claquent. Un son aigu et faible. Je crois qu'il tente de crocheter la serrure. Cher internaute, heureux d'avoir été l'un des vôtres. Mais si ma mort peut servir à quelque chose, voici mon conseil. Ne tentez jamais d'en savoir trop. Je ne sais pas si vous connaissez le Deep Web. C'est le web qui contient toutes les pages non indexées par les moteurs de recherche. Mon explication est simple, mais y accéder est beaucoup plus complexe en vrai. Ces pages sont peut-être introuvables sur Google, mais il est possible de chercher des informations dessus si vous ne savez pas ce que c'est et que vous souhaitez approfondir le sujet. En bref, j'ai téléchargé sur le Deep Web un plugin bien spécial. Je sais ce que vous vous dites, connaisseur du Darknet, contrairement aux novices. Il ne faut pas télécharger dessus, il y a plein de virus, bla bla bla. Mais mon problème n'est pas que je suis tombé sur un virus. Le plugin était réservé à Facebook, et au début tout allait pour le mieux. Il était dit que cela permettait de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple passer du journal au mur, action impossible en moins de 2, ou même d'avoir une nouvelle messagerie instantanée. L'explication accompagnait bien sûr de plusieurs captures d'écran qui garantissaient une certaine fiabilité. Mais lorsque je l'ai installé, rien ne s'est déroulé comme prévu. J'étais naïf. Le plugin s'appelait Adbook, et je ne m'étais pas posé de questions en lisant le titre. Le contenu seul aiguisait ma curiosité. Déjà, le plugin ne s'installa pas sur mon compte Facebook, mais sur une fenêtre à part. Le design de Adbook était rouge clair, avec 2 grosses lettres blanches. Dans un pop-up, des chiffres apparurent à l'écran. Il y avait sur la fenêtre ouverte une case sélectionnable où l'on pouvait taper des lettres. J'écris au hasard F. Mes contacts Facebook dont le nom commençait par un F apparurent sur la case. Ne savant pas ce que je faisais, je cliquai sur le nom de ma cousine Fanny. Le compte à rebours se déclencha. La fenêtre vira soudainement au rouge sang, et le bruit des nouveaux messages dans une discussion instantanée retentit, 10 fois plus fort que d'habitude. Chaque seconde s'écoulant était marquée par ce son, qui devenait de plus en plus dérangeant. Il restait à présent 22 heures avant que le compte à rebours ne se finisse. En descendant mon curseur sur la fenêtre, je vis un message accompagné de 2 boutons, oui et non.
Vous venez de lancer un défi à Adbook, le rendre plus complexe? Curieux et excité, je répondis oui. Je dus choisir un nombre entre 1 et 21. Je sélectionnai le 20. Le compte à rebours se débita de 20 heures en 1 seconde. Sur mon écran s'afficha le message « Analyse des données en cours », suivi du lieu où habitait ma cousine, du nom du lycée où elle était, etc. J'ai eu un peu peur, mais je me dis tout de suite que toutes ces infos étaient inscrites sur Facebook et que ce n'était pas un exploit de connaître tout ça. J'ai eu la présence d'esprit d'aller voir sur le mur de Fanny. Un statut récemment publié via son mobile indiquait qu'elle se trouvait dans un restaurant très connu de sa ville, et qu'elle en adorait la nourriture. 9 personnes aimaient ça. Je fis de même. Je basculai ensuite sur Adbook, et j'aperçus que la position exacte de Fanny était inscrite, c'est-à-dire le restaurant dont elle parlait dans son statut. Une carte s'afficha, c'était le plan de la ville de Fanny. 2 gros points rouges étaient visibles, un qui bougeait et l'autre qui restait statique à l'endroit du restaurant. Le point se rapprochait de plus en plus de l'autre, qui devait représenter ma cousine. J'étais spectateur de l'avancement d'une personne que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui allait faire je ne sais quoi avec ma cousine. Je commençais à paniquer. Il restait 50 minutes. Qu'allait-il se passer? Je décidai de fermer le pop-up, mon ordinateur ne répondait plus. Je voyais encore le compteur et les minutes défiler plus vite que la normale. Le point avançait doucement, mais il atteindrait bientôt son but. J'appelais ma cousine, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et toujours la messagerie. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle a toujours son portable sur elle d'habitude, pensais-je. Mon stress montait, tandis que je laissais un message, je constatais l'avancement du point rouge qui s'avérait encore plus rapide. Fanny, j'ai fait une connerie, je crois, c'est dur à expliquer, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais... Plus que 20 minutes, puisque le compteur défilait anormalement. Prends garde à toi, mets-toi à l'abri, ne pose pas de questions et fais ce que je te dis. Quitte le restaurant tout de suite, rappelle-moi quand tu es en sécurité. Je dis ces mots d'une traite, comme pour m'en débarrasser le plus rapidement possible. Pour me rassurer, je pensais que Adbook n'était peut-être qu'un fake pour effrayer les internautes, et que j'avais réagi comme le surfeur lambda. Il fallait être plus malin que ça. Ouais, c'était ça, et je m'étais probablement fait berner. J'aurais bien voulu me complaire dans mon utopie, mais les chiffres rouges sang sur l'écran me ramenèrent très vite à la réalité. Soudain, le compteur bloqua à 10 minutes 23. Ouf, quelqu'un a réussi à arrêter Adbook. Fanny est sauvée, et elle a dû écouter mon message et voir mes 3 appels maintenant. Car elle devait manger, elle va vite me rappeler. Je vais tout lui expliquer, tout va bien, me disais-je. Malheureusement, après ce blocage, les chiffres défilèrent à toute vitesse jusqu'à atteindre 30 secondes. Une demi-minute qui s'écoula normalement. Une demi-minute durant laquelle je me sentis impuissant. Les dernières secondes s'égrenèrent doucement. Puis le zéro fatal apparut. Les 2 points se rencontrèrent. Il ne se passa rien durant 1 minute. Puis, fin, s'inscrivit sur Adbook. Par réflexe, je remis Facebook. J'avais une notification. Fanny a posté une photo sur votre mur. Pourquoi elle a fait ça? Quelle photo ça peut être, me demandai-je. J'aurais voulu ne pas savoir. Fanny avait publié, ou du moins la personne qui était sur le compte de Fanny, une photo d'elle, la tête écrasée sur la cuvette des toilettes, sûrement celle du restaurant. Le sang inondait la cabine. Ma cousine était morte et son cadavre était maintenant affiché sur mon mur Facebook. Dès la publication, beaucoup de mes amis se mirent à commenter et dire qu'ils étaient choqués, qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était. Ils signalèrent la photo. Je vis dans la description de la photo « Adbook 2012, merci de votre confiance ». Le visage ensanglanté de ma cousine me hantait à présent. La fenêtre de Adbook clignota. On me demandait un versement d'une somme astronomique par PayPal. Pourquoi? Je venais de perdre ma cousine, la personne la plus chère à mes yeux, et on me harcelait jusqu'au bout. Les larmes coulaient le long de mes joues, j'en bus jusqu'à plus soif. Elles inondaient le clavier sur lequel je tapotais en rythme, car oui, sans scier, je cherchais à arrêter Adbook. Il le fallait. Je ne me rendais pas encore bien compte de ce qui m'arrivait, et c'est encore mon cas. Fermer Adbook me semblait la solution. Il le prit comme un refus de paiement. J'utilisais Tor et j'ai fait des recherches sur le Deep Web. Sur le Hidden Wiki, le Wikipédia de ce web parallèle, était inscrit en majuscule que Adbook était en réalité un réseau français de tueurs en série. Il y avait des petits groupes de serial killers par région, et selon l'emplacement de la personne à éliminer, ceux-ci se relayaient. On nageait en plein roman policier. Je me rappelais soudain de la phrase inscrite lors de l'installation.
Adebook vous permet de couper contact avec les personnes qui compliquent votre vie. Avec écrit en petit, une demande de suppression est payante, sous peine de représailles. Payer ces gens pour avoir tué ma cousine, puis quoi encore? Malgré cela, c'était quand même moi qui avais ordonné ce meurtre. Une pop-up s'ouvrit, le compte à rebours. J'avais refusé de payer, et j'allais devoir, sans jeu de mots, en payer le prix. Ma ville était inscrite sur la fenêtre. Je supprimais vite sur Facebook la précision d'où je me trouvais, mais rien à faire, la carte était déjà apparue, avec un point qui devait me symboliser moi, la proie, et l'autre qui arrivait. À l'heure où je vous dis ça, le compte à rebours indique qu'il me reste 1 heure. J'espère juste que mon cadavre ne sera pas affiché sur mon mur Facebook. Faites attention aux informations que vous laissez sur vos comptes de réseaux sociaux. N'importe qui pourrait les utiliser à des fins malsaines. N'installez jamais Adebook. Le mur de Fanny est devenu un musée des horreurs. Le tueur continue encore de posséder des photos de son cadavre, prises dans différents angles de vue. Si Adebook ne me retrouve pas, je ferai tout pour fermer le compte de ma cousine, afin qu'elle garde une certaine dignité. Bonjour à tous. J'ai beaucoup hésité avant de publier sur ce site. Tout d'abord, sachez que je prends de gros risques en décidant de rendre public le témoignage qui va suivre. Non pas que je redoute les représailles contre ma propre personne, mais j'ai une famille. J'ai donc longuement pesé le pour et le contre. Ensuite, je suis conscient qu'il y a de fortes chances pour que vous ne me preniez pas au sérieux. Après tout, qu'est-ce qu'une creepypasta? Sinon 95% de fiction et 5% de réalité. Beaucoup crieront au fake, et je ne peux pas leur en vouloir. Quand on est confronté de loin à l'horreur, on cherche inconsciemment à se persuader qu'elle n'existe que dans l'esprit des autres. C'est plus réconfortant. Cela dit, j'ai fini par me convaincre que le choix de ce site était le plus pertinent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ailleurs, mes publications auraient été trop exposées au regard malveillant. On me surveille. Ici en revanche, je pense être à l'abri, car mes relations de travail ne fréquentent pas ce genre de site. Et de toute façon, je pourrais toujours prétendre en cas de difficulté que mon témoignage est une creepypasta, et que par conséquent, il est fictif. Maintenant, qu'est-ce qui me motive à prendre autant de risques? À vrai dire, mon objectif est de dénoncer des activités criminelles qui sont l'œuvre d'un groupement organisé et hautement sophistiqué. À l'heure qu'il est, les auteurs de cette organisation sont toujours en liberté, et continuent à se livrer à leur commerce contre nature. Et cette idée m'est insupportable. Du coup, et même si je sais que bon nombre d'entre vous m'écouteront avec scepticisme, je m'adresse à la minorité, que je ferai douter. Toute aide sera la bienvenue. Si vous détenez ou pensez détenir des informations qui permettraient d'identifier les personnes du récit qui va suivre, je vous prie de bien vouloir me contacter en MP. Je veillerai également à lire tous vos commentaires et à y répondre si besoin. Maintenant, permettez-moi de me présenter brièvement. Jusqu'à une période très récente, j'étais commissaire de police dans un petit commissariat de province, dont je tairai le nom pour d'évidentes raisons de confidentialité. Je bossais à la brigade de protection de la famille, plus communément appelée brigade des mineurs. Mais j'ai longtemps été affecté à la brigade criminelle. J'étais alors un abonné aux découvertes macabres et autres dossiers qui vous empêchent de dormir la nuit. Je ne pourrais évidemment pas dire qu'on s'y habitue, mais bon, on apprend à vivre avec, et à construire sa propre coquille professionnelle. Celle qui vous empêche de trop vous impliquer émotionnellement dans vos enquêtes. Des cellules psychologiques sont mises en place et nous permettent de tout déballer. Ça fait du bien, mais sans plus. Bref, tout ça pour vous dire que l'horreur, on finit par vivre avec. Seulement voilà, cette année de bons et loyaux services à la crime m'ont permis de catégoriser les dossiers morbides selon leur degré d'immoralité. Je précise qu'il s'agit d'un classement fictif issu de mon seul ressenti, et non d'une statistique officielle. En bas de l'échelon, on retrouve la criminalité ordinaire. Meurtre, empoisonnement, viol. C'est insupportable bien sûr, mais très courant et assez classique. Au niveau intermédiaire, viennent les aggravations,
Les crimes précités sont alors commis sur des mineurs, des handicapés ou des personnes âgées, parfois dans des conditions sordides. Enfin, au niveau ultime, on assiste à des aberrations, démembrement à la tronçonneuse, étranglement de la victime avec ses propres viscères, ou encore autocannibalisme. Ce dernier niveau regroupe les cas les plus atroces, et heureusement les plus rares. Toute ma carrière s'est ainsi construite autour de ces trois catégories de ressentis. Pourtant, lorsque l'affaire Guidol est survenue, j'ai dû me rendre à l'évidence. Il existait une catégorie supplémentaire, la plus élevée dans l'échelle de l'insupportable. Je l'ai nommée l'innommable. Cette catégorie est si invraisemblable qu'elle ne contient que l'affaire précitée, celle dont je vais vous parler maintenant. Il n'y a pas si longtemps, j'étais de permanence de nuit. Mon équipe et moi avons été contactés par le CIC, Centre d'information et de commandement, le fameux 17, police secours. Ils avaient reçu un appel inquiétant d'une fillette en pleurs, qui expliquait que son papa l'avait punie avant de quitter la maison familiale en la laissant toute seule. Sa mère était décédée et elle vivait sous la garde exclusive du père. La petite affirmait que l'intéressé n'était pas revenu depuis plusieurs heures, et qu'il ne lui avait donné aucune information sur son éventuel retour. Il n'avait pas non plus pris la peine d'emmener son smartphone avec lui. Craignant un abandon d'enfant, une équipe a été dépêchée sur place afin de vérifier le sérieux des déclarations de la fillette. Les canulars sont très fréquents parmi les appels du 17. Au passage, elle disait s'appeler Sarah. Une fois arrivés sur les lieux, les collègues ont frappé à la porte du domicile, à l'adresse indiquée lors de l'entretien téléphonique. La jeune Sarah n'a pas tardé à ouvrir la porte, mais elle affichait, selon le 17, un air fragile et très craintif. Et surtout, elle présentait des ecchymoses au niveau du visage, sous les yeux. Suspectant la présence de blessures plus graves sur d'autres parties du corps de la victime, ceux du 17 ont fini par contacter mon équipe afin de passer le relais. Nous nous sommes empressés de nous rendre sur les lieux. Dès que mon regard s'est posé sur Sarah, j'ai tout de suite eu des bouffées de rage. Voir cette gamine de 8 ans, blondinette aux yeux bleus, marquée par des traces certaines de coups, apeurée et angoissée à l'idée de ne plus revoir son père qui la battait, me révoltait. Si je retrouvais ce fumier, je n'aurais aucun mal à commettre ce que nos bons journalistes appellent communément une bavure. Toujours est-il que les traces de violence étaient là, et j'ai donc décidé d'agir en flagrance. Cela signifie que j'avais suffisamment d'indices apparents en ma possession pour perquisitionner le domicile du père de Sarah, toujours absent. N'ayant pu joindre téléphoniquement ni le propriétaire des lieux, ni son entourage, j'ai fait appel à 2 voisins pour assister à la fouille de la maison, conformément à la loi. Pendant que mon équipe débutait son inspection dans le hall d'entrée de la demeure, je me suis envoyé à rassurer la petite Sarah sur nos intentions. Je lui ai déclaré que son papa allait revenir, que nous étions justement là pour le retrouver, et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ce pauvre petit être grelotté de terreur allait d'être corrigé par son géniteur. Car elle avait appelé la police, et papa n'aime pas quand je parle avec les étrangers. Je lui ai répondu que c'était une bonne chose de se méfier des étrangers, qu'on pouvait y remédier et faire connaissance. Je lui ai dit mon nom, et je lui ai montré une photo de mon fils de 9 ans, glissée dans mon portefeuille. Je lui ai dit que je n'étais plus un parfait inconnu, et qu'elle savait comment je m'appelais, et qu'elle savait que j'étais un papa, et que je travaillais dans la police pour protéger les personnes comme elle. Je pense que ça l'a un peu rassurée. Elle m'a adressé un petit sourire timide, et s'est essuyé les larmes qui coulaient sur ses joues. Je lui ai alors demandé si elle savait pourquoi son père avait quitté la maison subitement, et c'est là qu'elle a commencé à me parler de Guidol. Ce terme n'est pas sorti de sa bouche. Je l'ai découvert peu après. Sarah m'a raconté que son anniversaire approchait. La veille, elle avait vu son père descendre dans la cave avec un gros paquet dans les mains. Ça l'avait rempli de joie. Elle savait que c'était son cadeau. Bien sûr, elle savait aussi que son papa n'accepterait jamais qu'elle ouvre sa surprise avant la date d'anniversaire. En plus, la cave lui était interdite, car elle contenait un certain nombre d'objets tranchants qui pourraient la blesser. De toute façon, s'était-elle dit jusqu'à présent, cela lui convenait parfaitement, puisqu'elle avait peur des caves, ces endroits sombres, et qui sentaient mauvais. Oui, mais voilà,
L'envie était trop forte ce matin-là. Et elle avait fini par s'échapper à la vigilance du père, alors captivée par une retransmission d'un match de foot. Elle était descendue dans les escaliers qui menaient à la fameuse cave. L'obscurité lui faisait peur, mais elle pensait très fort à son cadeau, et ça lui redonnait du courage. Elle a couru jusqu'en bas des marches, en un temps record, et fut pleinement récompensée. Le gros paquet se tenait là, sur le sol, au milieu de la pièce. Il était gros, si gros. C'était sûr, il pouvait contenir une énorme peluche ou une locomotive avec ses rails et sa gare de départ. Bon, elle serait peut-être punie pour avoir déballé sa surprise en cachette, mais ça en valait la peine. Elle avait donc déchiré précipitamment le carton, et s'était aperçu que l'objet à l'intérieur était emballé dans du plastique avec des bulles. Note à part, j'ai appris que bien plus tard, lors de la garde à vue du père, qu'on a fini par retrouver, que Sarah s'était mise à hurler dans la cave. Le père, au courant de ce que sa fille venait de faire, l'avait finalement remonté et puni, et pour finir était parti en trompe de chez lui et n'emmenant que ses clés de voiture. Revenons-en au récit. À ce stade, j'ai demandé à Sarah ce que contenait le paquet. Mais elle s'est recroquevillée devant moi, et on aurait dit qu'elle faisait une crise de tétanie. Elle était incapable de m'en dire plus, et j'ai ordonné à une collègue de venir la rassurer à ma place, afin que je puisse inspecter l'habitation. Sarah, toujours muette, s'était mise à tendre ses bras chétifs et à désigner une porte qui faisait le coin, au fond du couloir d'entrée. Elle serrait les dents et se raidissait. J'étais habitué à ce genre de réaction, et j'ai vite compris que quelque chose l'avait terrorisée dans cette cave. J'ai donc pris un collègue avec moi, et j'ai ouvert la fameuse porte qui menait aux escaliers descendants. La pièce sentait bien évidemment l'humidité, l'éclairage au néon était tamisé, et la lampe clignotait incessamment. La représentation classique d'une cave en somme. Après avoir effectué quelques pas, j'ai effectivement découvert un paquet en carton au milieu de la pièce. Déballé et assez grand pour contenir un grand vase. Détail particulier, chaque côté du carton était percé de plusieurs petits trous. Mais le paquet était vide. Au fond du lieu, il y avait une petite table sur laquelle était posé un ordinateur portable, caché par la noirceur de l'endroit. Le PC était en veille, et j'eus facilement accès à la session du père, un certain Mitch. Ce dernier n'avait visiblement pas pris soin de verrouiller sa machine avec son mot de passe. Pratique pour nous, nous n'aurions peut-être pas besoin de réquisitionner un technicien informatique. Une seule page était ouverte sur le bureau. Quand j'ai cliqué dessus, je me suis aperçu qu'il s'agissait de sa messagerie Outlook. Son dernier mail, reçu d'un expéditeur inconnu, indiquait en anglais que son transaction avait été validée, et qu'il recevrait sa commande Hugidol prochainement. La note était signée RRC, sans autre précision. Pas terrible comme piste. Je voulais effectuer une recherche internet, mais le réseau manquait, et il a fallu que je remonte au rez-de-chaussée avec mon collègue pour vérifier si je pouvais obtenir quoi que ce soit d'intéressant à propos de RRC. Avant d'entamer une recherche, mon collègue prénommé Frank m'a interpellé. Il a fait un rapprochement entre le mot doll, poupée en anglais, et l'acronyme RRC. Il m'a dit qu'il pensait savoir de quoi il s'agissait, et que c'était clairement une cyberescroquerie bien tordue. Frank a une bonne expérience en matière de cybercriminalité, et a passé un temps fou sur le dark web il y a quelques années. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il m'a expliqué qu'il était fort probable que l'expéditeur du mail soit un escroc qui s'inspirait d'une creepypasta pour plumer des acheteurs à la sexualité dérangée. Il a commencé à me raconter une histoire abominable, une sorte de légende urbaine, selon laquelle un forum du web profond surnommé RRC, pour communauté du vrai viol, regroupait des membres dérangés qui promouvaient les viols et tortures sur mineurs. Selon cette légende, l'un des membres de ce forum avait publié un post où il racontait être un chirurgien yougoslave qui était en mesure de fabriquer des sextoys humains avec des vrais enfants vivants. Selon ses dires, il kidnappait des orphelins, les enlevait, leur enlevait les bras, les jambes, arrachait leurs dents et leurs cordes vocales, et les rendait aveugles, pour bref, en faire de véritables petits esclaves sexuels. Évidemment, il s'agissait d'une creepypasta, et donc très certainement d'une fiction. Frank n'a jamais pu trouver un tel forum sur le Deep Web, malgré le fait qu'il existe une mention du RRC sur l'IDNWiki, le Wikipédia du web profond. Frank en arrivait donc à la conclusion que l'expéditeur du mail était un escroc qui se servait de la creepypasta du chirurgien yougoslave
pour arnaquer des malades mentaux comme Mitch, le père de la petite Sarah. S'il avait raison, l'affaire allait s'avérer plus grave qu'un simple abandon d'enfant. On serait certainement amené à contacter une cyberpatrouille. Et je n'ai pas eu le temps d'approfondir mes réflexions, ni d'entamer des recherches sur le père de Sarah, car des hurlements ont soudain jailli de la cave. J'ai instantanément reconnu la voix des deux voisins que j'avais emmenés ici comme témoins. Franck et moi, on s'est bien sûr précipités dans le sous-sol, l'arme de service au poing, prêt à se défendre contre toute menace. Quand je me suis retrouvé à nouveau dans la pièce humide, devant le paquet vide, je n'ai d'abord rien vu. Le faible éclairage n'aidait pas, et je n'arrivais à apercevoir que les pas précipités des voisins, qui se sont empressés de quitter la cave en me bousculant violemment au passage. J'ai tout de suite demandé à Franck s'il comprenait ce qui se passait, et c'est à ce moment qu'il m'a désigné du doigt le fond de la pièce, plongé dans les ténèbres. La terre avait été remuée depuis notre première visite, et quelque chose qui était jusqu'à présent enfoui remontait à la surface. Je me suis agenouillé pour y regarder de plus près. Il s'agissait d'une couche pour enfants usagés. Je restais perplexe. C'était sans aucun doute dégoûtant, mais de là à pousser des cris et à fuir comme l'ont fait mes témoins. J'allais demander poliment aux voisins de redescendre pour poursuivre la visite des lieux, quand la terre s'est soudainement mise à vibrer près de la couche usagée. Du peu que je discernais au premier abord, on aurait pu penser à un petit chien enterré sous la terre, mais qui cherchait à en sortir. Mais non. On était face au contenu du paquet. Face à ce que Sarah avait découvert en ouvrant ce qu'elle croyait être son cadeau. Face à Eugidol. Je vais essayer tant bien que mal de vous décrire la scène qui s'en est suivie. Mais c'est très dur pour moi de revivre mentalement cet instant. Je le fais uniquement pour retrouver les monstres qui ont fait ça, et les mettre hors d'état de nuire. Cette chose meurtrie qui sortait du sol de la cave sous nos yeux exorbités avait été ensevelie à la va-vite par Mitch, avant son départ précipité. Quand il avait réalisé que Sarah était tombée sur son paquet, il avait essayé d'enterrer la chose qui s'y trouvait. Je ne devrais même pas la désigner comme une chose, car il s'agissait bien d'un être humain. Mais c'est comme ça que j'ai qualifié intérieurement la première fois que je l'ai vue. Une chose surgissant du sol, et rampant comme un serpent, en grésillant. Eugidol. En fait, on avait devant nous un buste humain vivant, simplement relié à une tête défigurée. Ni bras, ni jambes, mais des moignons mouillés de pu en guise de membres. Le corps agité était brûlé à 60% de sa surface. Et des lambeaux de chair pendaient encore, par-ci, par-là. Du vagin lacéré pendait un cordon ombilical couvert de poussière, rattaché au reste d'un fœtus de 5 mois en état de décomposition. Mais je crois que le pire, c'était la tête de la malheureuse victime. Elle n'avait plus ni cheveux, ni oreilles, ni nez. La peau du visage avait été intégralement retirée, et les muscles rougeoyants étaient clairement apparents. La victime avait eu les yeux arrachés, et on avait placé dans des orbites creuses des yeux de verre grossièrement peints, comme ceux d'une poupée au regard exorbité. Quant à ses dents, elle n'en avait plus. Mais ses mâchoires inférieures et supérieures étaient reliées par plusieurs fines tiges de métal qui se dressaient à la verticale. Pensez au fanon d'une baleine et vous aurez une idée du résultat. Le corps dans son ensemble réussissait à se dépasser lentement à la surface de la cave, la victime parvenant à avancer en prenant appui sur son menton. Par des mouvements de tête répétitifs, elle arrivait tant bien que mal à transporter son tronc, duquel pendait le fœtus. J'étais peut-être flic, mais rien ne m'a fait former cet épouvantable spectacle. J'ai été incapable de bouger ou de réagir, incapable de penser. Je ne pouvais qu'assister, impuissant, aux tentatives de la poupée humaine de gravir la première marche de l'escalier de la cave avec son menton. Elle grésillait de douleur, mais ne parvenait jamais à monter plus d'une marche. Dans une dernière lamentation lugubre, le petit buste s'est finalement laissé retomber au sol. La chose venait de mourir.
Franck a été le premier à retrouver la maîtrise de ses mouvements et a immédiatement décidé d'appeler les secours. Après avoir consigné l'ensemble de mes observations en procès-verbal, je fus mis d'office en arrêt maladie, avec l'obligation de consulter régulièrement un psychiatre. Cela n'a rien changé. Toutes les nuits, je me réveille en sueur avec l'image parasite de ce tronc meurtri, rampant à l'aide de son menton. Au début, le souvenir de la victime m'effrayait. Son aspect d'épouvante faisait naître de la peur en moi. Mais avec le temps, la peur a laissé place au déchirement et à la peine. Je ne sais même pas imaginer ce qu'avait enduré ce petit être défiguré, amputé et torturé, transporté dans un carton avec des trous pour qu'elle respire, et une couche pour qu'elle se soulage. Elle avait dû accoucher pendant le transport en conteneur. Elle n'avait d'autre choix que de rester liée jusqu'à sa mort, à sa progéniture moisie. Malgré toute sa souffrance, elle avait essayé jusqu'au bout d'avancer, de fuir, de monter ses marches. Du mieux qu'elle pouvait, elle luttait. Et moi je la regardais bêtement, incapable d'agir. Cette idée m'est insupportable. J'ai très vite fait une dépression et les traitements sont devenus inutiles. Je ne cesse de pleurer, je m'en veux. J'ai appris que des tests biologiques avaient été effectués sur la victime. Elle avait 11 ans quand elle a rendu l'âme, dans cette cave, sous mes yeux. À ce jour, on n'en sait pas plus sur son identité. Le père de Sarah, Michel Dors, a été retrouvé à la frontière suisse. Il a consenti à s'expliquer sur les circonstances de son départ de chez lui, mais n'en a pas dit plus. Il s'est réfugié derrière son droit au silence jusqu'au bout. Pire encore, le procureur a décidé de classer cette affaire sans suite. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu ça. On avait le corps d'une jeune fille de 11 ans qui avait été torturée et vendue au suspect. C'était plus que suffisant pour ouvrir une instruction. Mais le procureur n'a rien voulu savoir. Ceux de mes collègues qui ont poussé une gueulante ont été sévèrement rappelés à l'ordre. L'affaire n'a jamais été ébruitée. Pas de fuite dans les médias. Pas de communiqué de presse. Le silence absolu. Ma hiérarchie m'a fait promettre de passer à autre chose. Mais j'ai préféré démissionner de la police. J'ai le sentiment d'être sur écoute. On me surveille. Jamais je ne pourrai m'enlever les images de la tête. Le calvaire de cet enfant, qui a été réduit en état d'objet et surnommé Guidole. Le père de Sarah était simplement reconnu coupable de violence sur mineur et n'a écopé que de sursis, assorti d'une interdiction de prendre contact avec sa fille. Il a quand même été déchu de son autorité parentale. Sarah, quant à elle, a été placée dans une famille d'accueil qui apparemment la traite correctement. Je n'en sais pas plus. Si, une dernière chose, et pas des moindres. Après ma démission, Franck a continué à me tenir informé des avancées de l'affaire Guidole, avant qu'elle ne soit classée sans suite. Et la dernière découverte qui avait été faite m'a achevé. Ce qui suit est un échange de mails retrouvé sur l'ordinateur de Mitch et adressé à RRC un an avant l'envoi de la commande. Et je vous lis ce qui est écrit. Pour répondre à votre précédente question, je vous confirme que je n'ai plus aucune attache avec le dit colis. Les quelques mois passés en sa compagnie ont fini par me lasser. C'est donc sans aucun regret que je consens à m'en séparer, afin que vous l'optimisez. Je suis conscient des risques de la fabrication, et je suis prêt à passer outre. De toute façon, je n'avais obtenu cette marchandise sur le marché noir que pour mieux vous la confier. Personne n'est au courant, ma femme est morte et ma fille Sarah ne sait rien. J'ai hâte de jouer avec la poupée améliorée que vous vous apprêtez à confectionner à partir de ce que je vous ai envoyé. Mes sang s'en palpite d'avance, dans l'attente de votre retour. Bien cordialement, Mitch. Vous connaissez déjà peut-être Darkflix. Peut-être que vous êtes déjà tombé sur cette morbide plateforme vidéo. Ou peut-être que vous avez regardé la vidéo de Skull qui expliquait ce qu'est exactement Darkflix. Le Netflix de l'horreur, où on ne trouve que des vidéos qu'on qualifie de snuff movie. Meurtre, viol, torture et plein d'autres dérives du genre. Bien sûr, tout ce que vous voyez sur Darkflix est réel. Ce ne sont pas des acteurs qui jouent les victimes, mais des gens comme vous et moi. Je suis du genre curieux,
Je n'avais jamais entendu parler de cette plateforme vidéo avant d'avoir regardé la vidéo de la chaîne YouTube Les Histoires de Skull. J'ai été trop curieux. Je me suis rendu sur le Darknet grâce à Tor, et à force de recherche, de longues semaines de recherche, j'ai fini par trouver un lien en point oignon, qui dirigeait vers ce fameux Netflix de l'épouvante. Je dois avouer que j'avais du mal à croire que ce site existait vraiment. J'ai l'habitude du Darknet, mais je n'étais jamais tombé sur un site de cette qualité. Tout était très propre, semblable à Netflix, avec plusieurs catégories. Une fois la surprise passée, j'ai fait défiler les miniatures de vidéos. Sur certaines, vous pouvez voir des hommes cagoulés, munis de marteaux et autres objets de ce genre, en train de frapper un homme attaché à une chaise. Sur d'autres, j'ai vu des jeunes femmes. Je ne suis même pas sûr que certaines d'entre elles étaient majeures, en train de manger des excréments d'hommes toujours cagoulés. Je me suis intéressé au titre des émissions. Apparemment, la plus connue et la plus aimée s'appelait Days of Murder. J'ai cliqué dessus pour voir le type de film qu'il produisait, et cela s'apparentait à des émissions tuto. Comment kidnapper une femme, comment torturer sans faire mourir, les meilleurs lieux pour un viol. Bref, vous imaginez très bien le type de vidéo. Cette émission avait l'air d'être ultra professionnelle, et devait demander beaucoup d'argent, et de personnel. Je me suis intéressé à l'onglet catégories. Il y en avait énormément. Viol, meurtre, torture, kidnapping, armes à feu, armes de poing, nécrophilie, cannibalisme, et plein d'autres. Même des catégories abjectes, avec des enfants et des animaux. En bas du site, il y avait un petit rectangle qui clignotait avec à l'intérieur un petit texte qui disait « Recherche personne pour participer à une nouvelle émission ». J'ai été pris encore une fois de curiosité et j'ai cliqué sur l'annonce. Ça a chargé une nouvelle page, très simple, juste du texte rouge sur un fond noir. Le titre disait « Recherche partenaire ». J'ai un peu survolé le texte. En gros, ça disait que la nouvelle émission recherchait des personnes voulant gagner beaucoup d'argent, des personnes capables de surmonter tout type d'épreuve. Il n'expliquait pas quel type d'épreuve qu'il s'agissait, mais il y avait un numéro de téléphone. Si on était intéressé, il fallait juste envoyer partenaire au numéro indiqué. Avant que vous ne me jugiez, je dois vous avertir que j'ai beaucoup de problèmes financiers, et que gagner beaucoup d'argent m'intéressait beaucoup. Comme ça, je pourrais offrir un logement correct à ma femme, et ne plus penser aux éventuels problèmes de factures impayées. Et puis je me disais que ce n'était qu'un SMS, que cela ne voulait pas dire que je signais un contrat, ou que ça m'obligerait à faire des choses, que si j'étais sélectionné, je pouvais partir. Oui, j'étais très naïf pour le coup. Mais l'appât du gain a été plus fort que tout. J'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé partenaire au numéro. Je sens que vous êtes en train de m'insulter, mais croyez-moi, j'avais vraiment besoin d'argent. Comme je m'en doutais, je n'ai eu aucune réponse. J'ai éteint mon ordinateur, car ma femme allait rentrer de son travail, et je ne voulais pas qu'elle sache que je fréquentais cette partie du web. Pendant quelques jours, je n'ai plus pensé à ce site. Je faisais ma vie comme d'habitude. Et un jour, je reçois un SMS d'un numéro très bizarre. Partenaire, rendez-vous au parc Verny. J'ai d'abord été surpris, puis très heureux d'avoir été sélectionné pour participer à cette émission. Il était midi quand j'ai reçu le message. Je pourrais profiter de l'absence de ma femme pour aller à ce rendez-vous. Je me suis donc rendu dans ce parc de ma ville, et à peine arrivé, j'ai reçu un autre message. Regarde dans la poubelle, près de la statue. Je me suis rendu à cette poubelle, et j'aimais bien ce genre de jeu, une sorte de chasse au trésor, ça m'amusait. J'ai fouillé dans la poubelle, et j'ai trouvé une petite boîte en plastique, toute blanche, sans aucune inscription. Je l'ai prise, et je suis allé m'asseoir sur un banc. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai ouvert la boîte. Et à l'intérieur se trouvaient des lentilles de contact, avec un petit mot. J'ai pris le mot, et il y avait le logo de Darkflix et le logo de l'émission. Voici ce que ça disait. Cher partenaire, vous trouverez dans cette boîte une paire de lentilles de contact dernière génération. Ces lentilles sont capables de filmer tout ce que vous voyez avec une qualité d'image 4K. Ces lentilles s'activeront automatiquement dès que vous les aurez placées et diffuseront en direct les images sur notre site. Ne vous souciez pas de l'apparence de vos yeux. Ces lentilles ne modifient en rien leur couleur. Vous ne sentirez aucune gêne. Une fois les lentilles placées, nous vous recontacterons. J'ai regardé les lentilles pendant quelque temps. Apparemment, ça avait l'air sérieux. Et avais-je vraiment envie de faire montrer ma vie en direct sur ce site horrible ? J'ai failli reposer la boîte, mais je me suis souvenu de la grosse somme d'argent promise. Alors, j'ai placé les lentilles sur mes yeux. Je n'ai pas eu de gêne comme c'était précisé. J'avais l'impression de ne rien porter. Sauf que sur mon portable, s'était mise une notification
caméra activée. Je ne comprenais pas pourquoi cette notification alors que je n'avais rien associé. Mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Ces gens avaient sûrement eu accès à mon portable à distance. J'ai patienté sur le banc en croyant que j'allais recevoir d'autres informations. Mais au bout d'une demi-heure, je n'avais toujours rien reçu. Je me suis donc levé et j'ai pris la direction de mon appartement. Quand je suis arrivé dans mon appartement, mon téléphone a lancé une autre notification. Connexion à Darkflix. Puis, j'ai reçu un message. Rends-toi sur Darkflix, onglet Survive for Money. Je dois bien avouer que le titre de l'émission m'a rendu un peu moins enthousiaste. J'ai néanmoins été sur Darkflix et j'ai été sur l'onglet. Il y avait un écran qui diffusait en direct ce que moi je voyais. Puis l'écran s'est scindé en deux. La partie gauche était devenue noire. On pouvait voir combien de personnes étaient en train de regarder. Plus de 10 000 pour le moment. J'ai reçu un autre SMS. Mettez des écouteurs. Je n'ai pas cherché à comprendre et j'ai branché mes écouteurs à mon portable. De suite, une voix en est sortie et m'a posé une question. Où est votre femme ? Et j'ai été surpris de cette question et j'ai répondu à haute voix, au travail. La voix a ricané et m'a demandé si j'en étais certain. J'ai répondu que oui, qu'elle travaillait tous les jours et il m'a coupé la parole pour me dire les horaires de ma femme et a rajouté « pas aujourd'hui ». La partie d'écran qui était noire a changé pour laisser voir une salle remplie sur les murs d'instruments de torture et au milieu, attachée par les mains sur le plafond, une femme nue, cagoulée. L'homme a ricané et m'a demandé si je voulais voir le visage de cette femme. Mais moi je savais qui était cette femme. Ce corps je le connaissais. Mais je ne voulais pas le croire. Et je n'ai rien répondu. 2 hommes cagoulés sont entrés dans la salle et l'un des deux a retiré la cagoule de la femme. J'ai hurlé. C'était bien ma femme. Elle était bâillonnée avec un gros bout de scotch noir. J'ai dit que j'annulais le jeu, que je ne voulais plus y participer et qu'il fallait libérer ma femme. Mais l'homme a ri et m'a dit « On n'abandonne pas, tu vas jusqu'au bout et vous vous en sortirez vivant. Sinon, vous mourrez. » J'étais en pleurs. L'homme m'a dit de me calmer, que sinon les conséquences pourraient être dramatiques. Mais je n'arrivais pas à me calmer. J'ai alors vu un des hommes donner des coups de poing dans le ventre de ma femme. J'entendais ces horribles hurlements étouffés par le scotch, c'était horrible. L'homme m'a alors dit que si j'arrêtais, ils arrêteraient de frapper ma femme. J'ai de suite stoppé. Il m'a alors expliqué les règles du jeu. Ils allaient me dire de faire diverses choses. Si je réussis les épreuves, il n'y aurait aucune incidence. Si j'échoue ou je refuse, ma femme subirait diverses tortures. Ensuite, il m'a dit que l'épreuve numéro 1 allait commencer et que je devais me rendre chez ma voisine du dessous, la vieille mamie gâteau que tout le monde adore dans l'immeuble. Après m'être juré de faire tout ce qu'il me demanderait, je suis sorti de mon appartement et je me suis rendu chez ma voisine. J'ai tapé à la porte et la voisine m'a ouvert et m'a invité à entrer avec un grand sourire. Je suis entré dans son appartement et l'homme dans l'oreillette m'a dit « Frappe-la en plein visage et vas-y fort, on veut du sang. » Dans ma tête, j'avais des milliers de questions. Mais l'image de ma femme attachée m'est revenue en tête. J'ai donc empoigné ma voisine et je l'ai plaquée contre le mur. Elle a commencé à se débattre, mais j'étais bien plus fort. J'ai versé des larmes, je lui ai dit que j'étais horriblement désolé. Et j'ai commencé à lui donner des coups en plein visage. Le sang a commencé à couler. Nez, bouche, tout était ensanglanté. La pauvre femme criait de douleur. L'homme dans l'oreillette m'a félicité et m'a dit de la laisser en vie, puis de prendre ma voiture pour l'étape numéro 2. J'ai laissé ma voisine par terre, agonisante, puis je me suis précipité dans ma voiture avant que quelqu'un ne me voie. J'étais effectivement couvert du sang de cette pauvre femme. Arrivé à ma voiture, j'étais tout tremblant et en pleurs. Je revoyais la scène dans ma tête, le visage de cette pauvre femme, le sang, le son du nez qui se fracture. Alors que j'étais quasiment en pleine crise de panique, l'homme dans l'oreillette m'a demandé de démarrer la voiture et de rouler n'importe où pour le moment. Et il m'a félicité de mes performances qui ont fait gagner plusieurs milliers de vues en plus sur Darkflix. Je lui ai répondu que j'en avais rien à foutre de ces putains de vues. Il m'a alors dit de regarder mon téléphone, et sur l'écran j'ai vu ma femme, toujours suspendue par les poignets et toujours nue. Un homme cagoulé s'est approché d'elle. Il tenait un petit ciseau qui ressemblait à un sécateur. Et il a placé le gros orteil gauche entre les lames. Ma femme hurlait mais le son était étouffé à cause du bâillon qu'elle avait.
Elle essayait de se dégager mais sans succès. L'homme la tenait fermement. J'ai hurlé de ne pas lui faire de mal, que j'avais fait ce qu'il m'avait demandé, mais il m'a dit que s'il me laissait l'injurier, j'allais prendre confiance, qu'il fallait que je retienne la leçon. Et l'homme cagoulé a coupé l'orteil de ma femme, qui a hurlé de douleur. J'ai hurlé aussi sur l'écran de mon téléphone. L'homme s'est mis à rire et m'a demandé si j'avais bien compris la leçon. J'ai répondu oui, mais l'homme cagoulé a recommencé et a sectionné l'orteil suivant, encore sous l'insupportable hurlement de ma pauvre femme. Je lui ai dit que j'avais compris que je ne l'insulterais plus jamais, mais dans ma tête, je me disais que si j'arrivais à coincer ce type, il le paierait. Il m'a dit de rouler, ce que j'ai fait. Je roulais sans savoir où aller, j'ai tourné dans la ville plusieurs dizaines de minutes avant que l'homme me parle dans l'oreillette. Il m'a dit « Va sur le parking du supermarché, une voiture t'attend avec les instructions. » Je me suis rendu au supermarché et j'ai garé ma voiture près de l'entrée. Je suis sorti et j'ai commencé à marcher dans le parking pour essayer de trouver cette voiture. Voiture que je n'ai pas eu de mal à trouver. Il y avait une voiture noire avec le logo de Dark Pix sur les portières. Et j'ai ouvert la portière, la voiture n'était pas verrouillée, et je me suis installé au volant. Sur le siège passager, il y avait une boîte noire, emballée avec un ruban rose. C'était une très jolie boîte, mais je redoutais ce qui se trouvait à l'intérieur. Dans ma tête, plusieurs suppositions. Arme à feu, morceau de corps, drogue, je ne savais pas et je ne voulais pas savoir. J'ai quand même pris la boîte et j'ai hésité à l'ouvrir, mais l'homme dans l'oreillette m'a dit d'ouvrir le cadeau. J'ai alors ouvert la boîte, mon cœur battait super fort, de la sueur perlait sur mon front. J'ai été surpris de voir dans la boîte 2 photos. L'une d'elles représentait une jeune femme qui avait l'air enceinte, presque à terme au vu de son ventre. Elle riait avec un homme qui devait être son mari. Sur la deuxième photo, c'était un enfant d'environ 4 ans, lui aussi tout sourire, devant un camion de pompiers qu'il avait dû recevoir pour Noël au vu du sapin tout au fond dans la photo. Et rien d'autre. Je ne comprenais pas pourquoi ces photos. Je les ai prises dans mes mains et les ai retournées, et à l'arrière, il y avait des adresses. Sûrement l'adresse où les trouver. L'homme dans l'oreillette a recommencé à parler. Il m'a demandé comment je trouvais son cadeau. J'hésitais à lui répondre et j'ai répondu « Qu'est-ce que c'est ?» Il a ri et m'a dit « Un des choix les plus importants de ta vie. Tu dois choisir qui tu vas aller tuer. Leurs adresses sont au dos. Ne dis pas qui tu choisis, nous voulons garder la surprise. » J'étais horrifié. Moi, je devais tuer quelqu'un. Et quelqu'un d'innocent en plus. Un enfant ou une femme enceinte. J'ai hurlé que je n'étais pas un assassin, que je ne pourrais jamais faire de mal à ces personnes que je ne connaissais même pas, que je n'y arriverais pas. L'écran de mon téléphone s'est alors allumé, et il m'a fait montrer ma femme toujours dans la même position. Mais elle semblait évanouie, une flaque de sang s'était formée sous elle. L'homme m'a demandé si j'étais sûr que je ne choisirais personne. Car si je choisissais cette option, ma femme en paierait les conséquences. Un homme cagoulé est apparu à l'écran, faisant rouler une petite table avec posé dessus un plateau plein d'outils divers. Couteaux, pinces, tournevis, perceuses, ciseaux, hachettes, etc. Je vous laisse imaginer toutes les horreurs qu'on peut faire avec toutes ces choses. L'homme cagoulé a sorti un flacon de produit qu'il a placé sous les narines de ma femme, qui s'est alors réveillée. Après une seconde, elle s'est remise à crier, suppliant d'arrêter, qu'elle ferait tout ce que l'homme voudrait. La scène était épouvantable. Voir ma femme comme ça était insoutenable. J'ai hurlé de rage de la laisser, que je ferais ce qu'il faut. L'homme dans l'oreillette m'a alors félicité d'avoir fait le bon choix. Puis l'écran du téléphone s'est éteint. Dans l'oreillette, l'homme m'a dit d'aller dans le coffre, qu'il y avait une autre surprise pour moi. Je suis sorti de la voiture et j'ai ouvert le coffre. À l'intérieur, plusieurs objets. Batte de baseball, couteau de boucher, pied de biche, fil barbelé, bidon d'essence, tronçonneuse. Je me doutais pourquoi elles étaient là. L'homme m'a dit toujours dans l'oreillette, une fois ta cible choisie, utilise une de ces armes pour l'éliminer. Tu peux même en utiliser plusieurs, ça fera plaisir à ceux qui regardent l'émission. Alors que j'allais refermer le coffre, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule pour m'appeler. Mon cœur a failli lâcher. Je me suis retourné et j'ai vu l'agent de sécurité du magasin qui me regardait bizarrement. Je me suis regardé dans le reflet de la vitre du coffre, et oui, j'étais encore couvert du sang de la vieille dame. J'ai alors pensé que j'étais dans la merde, mais l'homme dans l'oreillette en a rajouté une couche en me disant que là, je n'avais pas le choix de l'éliminer et rapidement. L'agent de sécurité m'a demandé si j'allais bien, car des gens m'avaient entendu hurler. J'ai répondu que oui, tout allait bien, mais l'agent a regardé dans le coffre, a regardé les taches de sang, et a sorti son téléphone me disant qu'il devait appeler la police. Je lui ai dit qu'il faisait erreur, que ce n'était pas ce qu'il croyait. Mais il ne m'écoutait pas.
J'ai alors sauté dessus, lui donnant un coup de poing au visage. Il a lâché son téléphone de surprise, téléphone que j'ai pris. J'ai pris la batte de baseball dans le coffre et lui en ai donné un coup violent dans la tête, lui faisant exploser le nez. Il est de suite tombé en convulsant. J'ai regardé, il n'y avait pas de témoin. J'ai alors ramassé le corps que j'ai placé dans la voiture à l'arrière. J'ai remis la batte dans le coffre et je me suis dépêché d'aller au volant et de quitter le supermarché. L'homme dans l'oreillette m'a félicité, il avait l'air heureux. Il m'a dit que comme j'avais fait un excellent boulot, si j'arrivais jusqu'à la fin, il mettrait un petit bonus à la somme d'argent qu'il me devrait. Il n'avait pas encore compris que si j'arrivais jusqu'au bout, ce serait lui ma dernière cible. Alors que j'étais en route pour aller chez la personne que j'avais choisie, j'ai entendu un petit râle d'agonie à l'arrière. J'ai failli pleurer me disant qu'il aurait pu au moins mourir parce que là, je devrais recommencer. J'ai alors pris l'initiative de l'éliminer. De toute façon, l'homme de l'oreillette me l'aurait ordonné. J'ai alors fait un petit détour par un petit bois assez discret où presque personne n'allait. Après m'être assuré qu'il n'y avait personne, j'ai sorti le corps de l'agent de sécurité, à moitié conscient. Il n'arrivait pas à parler, mais tendait ses mains vers moi. La vision m'a dégoûté. À la place du nez, il y avait un amas de chair et du sang partout sur lui. J'ai jeté l'agent par terre et j'ai ouvert le coffre. L'homme dans l'oreillette a explosé de joie et m'a dit qu'on avait atteint un score de vue impressionnant. Et je n'ai rien répondu. Je cherchais quelle arme j'allais bien pouvoir utiliser pour tuer l'agent. Le couteau me semblait une bonne idée. Lui trancher la gorge n'allait pas être difficile, vu qu'il ne bougeait quasiment pas. J'ai alors pris le couteau et je me suis approché de lui, qui essayait de ramper pour s'enfuir. Je l'ai attrapé par les cheveux, lui ai levé la tête, placé le couteau sur la gorge et j'ai tranché d'un coup sec. Il a eu un dernier râle d'agonie, du sang a jailli partout sur le sol et sur mes mains, mais quelques secondes après, il ne bougeait plus. Le sang continuait de couler abondamment. Je l'ai alors lâché et j'ai été surpris de ne rien éprouver, ni culpabilité, ni pitié, rien. J'avais juste l'idée de la vengeance en tête. Et j'ai laissé le corps comme ça, se vidant de son sang, puis je suis reparti à la voiture. Une bonne demi-heure après, je suis arrivé chez cette personne. Avant de sortir de la voiture, j'ai encore une fois bien réfléchi, mais je pense avoir fait le bon choix. Ou le mauvais. De toute façon, c'était un choix horrible. Je suis allé dans le coffre et j'ai sorti la tronçonneuse. Il fallait du spectaculaire, comme ça, il me laisserait peut-être un peu plus libre et me ferait confiance. La tronçonneuse à la main, le corps couvert de sang et le regard sans doute fou, je suis allé sonner à la porte. J'ai entendu des petits pas venir vers la porte de la jolie maison. Puis la porte est ouverte, ma cible juste devant moi, une très belle femme enceinte.